Bonjour à tous et bienvenue sur le Journal du Geek, c'est Greg et aujourd'hui je vais vous présenter en vidéo le nouveau OnePlus One, le fameux smartphone du nouveau constructeur chinois issu des anciens qui travaillaient chez Oppo. Donc ce smartphone a été lancé fin avril, a été annoncé et sera finalement disponible en juin normalement via un système d'invitation, puis après plus largement auprès de tout le monde via les réseaux traditionnels et notamment sur le site de OnePlus. Comme vous pouvez le voir, niveau design, c'est un smartphone de tout ce qu'il y a de plus classique, c'est un rectangle. Il offre une épaisseur par exemple de 8,9 mm et un poids de 162 grammes. Au niveau des finitions, on a ici un dos en plastique mat blanc, donc c'est la version Silk White qui sera disponible uniquement en capacité de 16 Go, alors que la version Sandstone Black, elle, sera disponible en 64 Go. Donc vous aurez un petit peu compris, il y aura uniquement deux versions de dispo, une en 16 et une en 64, pour des prix qui sont extrêmement attractifs, puisque là on parle de prix en euros, donc c'est pour les prix qui sont disponibles en France. Pour la première, 269 €, donc 16 Go, et la seconde, 299 €, 64 Go. Donc ce smartphone, autant vous dire qu'il joue dans la cour des grands, qui va venir concurrencer, malgré son prix, les derniers Samsung Galaxy S5, HTC M8 et même, pourquoi pas, le LG G3 qui sera annoncé d'ici quelques jours. C'est clair qu'il vient aussi se placer juste dans la fourchette de prix du Nexus 5 de Google, mais niveau spec, vous allez voir qu'il est au-dessus. En effet, d'une part déjà, le OnePlus One offre un écran JDI de 5,5 pouces, donc c'est déjà un petit peu plus grand que les concurrents que j'ai précédemment cités, avec une définition 1080p, donc c'est 1920 x 1080 pixels et 401 pixels par pouce. Donc on est sur une dalle IPS, tout ce qu'il y a de plus classique, vous la verrez tout à l'heure un petit peu plus en détail, et l'écran est également Gorilla Glass 3. Donc à l'intérieur, on retrouve un processeur Qualcomm Snapdragon 801, le classique sur tous les derniers téléphones, sauf qu'il est cadencé cette fois-ci à 2.5 GHz et évidemment c'est un quad-core. Il est accompagné de 3 Go de RAM, donc là par contre c'est moins un classique, peu de smartphones encore ont autant de mémoire vive. Et niveau GPU, on retrouve évidemment le Adreno 330 de Qualcomm toujours, qui commence à faire ses preuves, qui est plutôt assez véloce pour tout ce qui est jeu notamment. Au dos, on retrouve un capteur de 13 mégapixels, donc c'est un capteur signé Sony de la gamme Exmor évidemment, donc qui est rétroéclairé. Le modèle c'est le IMX 214 avec une ouverture à f2. Donc encore une fois, c'est un capteur qu'on retrouve chez une majorité de concurrents, surtout sur leur dernier modèle. C'est un capteur très performant du constructeur japonais et vous verrez qu'il fait des photos assez convaincantes. Donc ça, vous pourrez le voir ici, ça sera un petit peu dur, mais vous pourrez le voir dans le test écrit. On trouve à côté avec lui un flash dual LED et sur le devant, on a également une caméra frontale de 5 mégapixels quand même. Niveau connectivité, on a droit du Bluetooth 4 LE, donc ça c'est un standard, du Wi-Fi, dual band, NFC, GPS avec GLONASS et évidemment aussi la 4G LTE. Niveau batterie, on a droit à du 3100 mAh, donc là aussi c'est plutôt une batterie assez confortable et vous verrez que son autonomie est plutôt convaincante. Enfin, pour ce qui est de l'OS, donc c'est pas Android tel qu'on le connaît, c'est CyanogenMod 11S, donc c'est la dernière version de la fameuse ROM alternative d'Android que beaucoup de vous doivent connaître. Là c'est vraiment après le Oppo qu'on avait déjà testé il y a quelques mois, là c'est vraiment le premier smartphone à intégrer nativement CyanogenMod. Et cette version de Cyanogen est basée sur Android 4.4 Type 4. Donc là vous êtes niveau OS à jour avec par exemple le Nexus 5.
Enfin, pour conclure cette petite introduction avec les caractéristiques, sur un petit tour du smartphone. Donc sur la tranche gauche, on retrouve les boutons du volume ici, plus et moins, et ici le slot pour carte SIM, donc c'est de la micro SIM. Sur la tranche droite, on retrouve le bouton Power, réveil, classique. En dessous, nous avons la prise USB, micro USB, qui fait également USB host et 2 haut-parleurs. Enfin, sur le dessus, on a droit à la prise jack, elle aussi classique, en 3,5. Et donc au dos, je vous l'ai dit tout à l'heure, le capteur photo. Sur le devant, on a ici la webcam, le haut-parleur également, et donc l'écran qui utilise, comme vous pouvez le voir, une bonne partie de la face. Ici, vous avez 3 boutons sensitifs, donc le bouton Home, le bouton Option et le bouton Retour. Et dernière petite chose, c'est au niveau du design. Donc comme vous pouvez le voir et comme je le disais au début, c'est assez bien fini. Vous avez ici un petit... En fait, l'écran qui est un petit peu surélevé par rapport au châssis. Donc il lui confère vraiment un design très premium, très sympa. Et comme vous pouvez le voir en main, bon, c'est du 5,5 pouces quand même, hein. Il faut vous garder à l'esprit que c'est plus grand que le S5 par exemple qui est en 5,1 ou même le HTC One M8. Donc au premier abord, quand moi qui ai par exemple un Nexus 5 ou même qui ai pu tester le S5, je dois avouer que ça fait un petit peu bizarre parce que 5,5 on passe tout de même sur une catégorie supérieure, sur une taille supérieure. Je pense que ça sera assez commun d'ici 1 à 2 ans. Mais l'impression d'avoir toujours un smartphone un petit peu plus grand, voilà, est assez étrange quand on passe avec une taille plus petite. Alors je ne vous dis pas à côté d'un iPhone, ce que ça fait, c'est un petit peu ridicule. En tout cas, le rapport poids-taille est plutôt bien réparti et il tient bien dans la main, il ne glisse pas, il se tient bien. Vous voyez, on peut l'allumer facilement à une main, s'en servir, etc., etc. Allumons maintenant ce terminal. Donc je ne vais pas vous faire un petit tour de tout CyanogenMod 11S. Vous pouvez tester normalement cette version ou une version très très proche. Vous pouvez même l'installer sur de nombreux terminaux. L'avantage en fait de CyanogenMod, c'est qu'elle est basée sur, donc je disais, Android stock et qu'elle reprend pratiquement, voire toutes en fait, les options qui sont disponibles sur Android stock. Ce qui vient en plus, c'est que Cyanogen apporte un certain lot d'applications. Donc là, par exemple, je ne sais pas si tout est dispo sur la dernière version qui est installable sur d'autres terminaux, mais par exemple, vous avez l'appareil photo. Donc vous voyez avec différentes options, par exemple, voilà, tout ce qui est HDR et tout ce qui peut être effet. Voyez. Donc l'appareil photo est assez puissant, vous verrez des exemples de photos après. Vous avez par exemple une galerie aussi qui est différente de celle que propose Android, même si vous pouvez quand même avoir celle d'Android, et qui vous permet en fait d'ajouter différents services comme Google+, Dropbox et d'autres, Flickr, Facebook, et de récupérer en fait toutes vos photos dans la galerie, de pouvoir les classer, de pouvoir avoir une sorte d'album par rapport au lieu où vous étiez, par rapport à plein de choses. L'autre nouveauté, les autres nouveautés visibles vraiment, ça va se passer également dans les paramètres. Donc vous avez dans Cyanogen de nombreuses possibilités de personnaliser en fait l'appareil. Donc déjà il y a des thèmes avec voilà des packs de thèmes, des styles, des icônes, des polices, des fonds d'écran. Vous avez énormément de possibilités de le personnaliser. Il est aussi possible de gérer tout ce qui est l'interface avec des options sur la barre des tâches, des options sur les différents menus, la possibilité d'avoir des gestuels. Vous avez aussi cette option qui vous permet en fait, je vous disais tout à l'heure qu'il y avait 3 boutons sensitifs en dessous. Si vous voulez, vous préférez des boutons inclus dans l'écran, c'est possible. Donc vous voyez là les boutons sensitifs sont totalement désactivés et vous vous retrouvez avec les boutons inclus qui sont disponibles sous certains terminaux, notamment le Nexus 5 mais aussi l'HTC One M8. Et donc là on retrouve tout ce qui est de plus classique niveau Android. Il faut juste signaler que les boutons du coup mangent un petit peu sur la résolution de l'écran.
Vous avez une partie reconnaissance vocale, donc par exemple, par contre la reconnaissance vocale ne fonctionne pour l'instant qu'en anglais, je pense que ça va être francisé parce que pratiquement l'ensemble de la ROM est francisé d'origine. Vous avez une gestion de profil, vous voyez de nombreuses choses ajoutées à Android qui ne surchargent pas Android, et qui sont les bienvenus niveau personnalisation, niveau options, c'est vraiment très agréable à utiliser. Au niveau des écrans, vous retrouvez les écrans pareils d'Android KitKat. Donc vous voyez, il est possible d'en ajouter à la volée, de choisir son écran de démarrage, enfin le premier écran, les effets de défilement, les widgets, les différents paramètres, les fonds d'écran. En fait, il y a énormément de choses personnalisées. La seule chose qu'on n'a pas, c'est la partie Google Now, qui n'est disponible pour l'instant que pour la gamme Nexus, mais de toute façon Google Now, vous pouvez le retrouver comme sur les autres terminaux via voilà. Et vous voyez, ça sera pareil si je reviens sur les boutons physiques. En fait, ce n'est pas exactement les mêmes, mais je peux avoir les paramètres, je peux avoir le multitâche ici, ou encore je peux avoir Google Now ici. Voilà ce qu'on peut dire de CyanogenMod. Cette version 11S est très agréable à utiliser. Elle est particulièrement fluide. J'ai rencontré peu de bugs. Déjà des lags, j'en ai pas rencontré. Au niveau des bugs, c'est plutôt des applications qui sont intégrées, soit des applications téléchargées qui peuvent planter. Donc ça, c'est peut-être par rapport aux versions d'Android. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, vous avez même une boutique de thèmes qui est fort agréable. Si cette interface stock ne vous plaît pas, vous pouvez avoir une interface style TouchWiz ou encore Optimus G2 ou encore bien d'autres. Donc ça c'est agréable parce que vous avez une énorme communauté derrière et qui fait des thèmes, et plutôt des thèmes premium. Vous voyez, vous pouvez vraiment choisir un grand nombre d'options à personnaliser et à télécharger. La dernière application que j'ai notée qui est assez intéressante, c'est l'Equalizer. Donc l'Equalizer vraiment dédié à la partie son et qui, quand vous mettez un casque, vous permet d'avoir un son beaucoup mieux géré, beaucoup plus en adéquation avec la musique que vous écoutez et d'avoir évidemment plusieurs options disponibles. Niveau après, service Google, donc j'avais entendu des personnes qui étaient un petit peu sceptiques sur Cyanogen et sur justement la possibilité d'avoir les services Google. Donc là, sachez que tous les services de Google sont disponibles. Alors peut-être le launcher Google Now dont je parlais tout à l'heure, mais tout le reste des services Google disponibles, ils sont d'origine, tout marche, ils sont mis à jour sur le store, le Play Store, enfin de ce côté-là, il n'y a vraiment aucun souci et aucune crainte à avoir. Niveau performance, évidemment, ce OnePlus a été mesuré à d'autres. Ce qu'on peut dire, c'est que comme ces spécifications ressemblent beaucoup au haut de gamme du moment, c'est à lui qu'il est comparé. Et par exemple sur Antutu, donc il y a une référence niveau benchmark, voilà, ça donne ça. Le OnePlus est un cran au-dessus des derniers haut de gamme. Ça va jouer à peu de choses, ça dépend de l'utilisation qu'on en fait, ça dépend des applications qui sont lancées, mais en tout cas, il rivalise avec les hauts de gamme du moment. Niveau performance, comme vous avez pu voir, il a ce qu'il faut. Niveau jeu, ça marche aussi très bien. Donc, mettons avec le dernier Asphalt 8 de Gameloft. Donc, je suis pas très doué avec l'accéléromètre, je préfère largement avoir une manette dans les mains. Mais en tout cas, c'est pour vous montrer que les jeux assez gourmands comme celui-ci peuvent tourner sans souci, sans lag, et avec des graphismes, vous voyez, vraiment aucun compromis. Pour les jeux, c'est pareil, je n'ai rencontré aucun problème de compatibilité comme ça peut être le cas parfois avec des téléphones
qui sont pas forcément optimisés. En tout cas là vraiment, vous voyez, j'ai installé un certain nombre de jeux, ils sont tous testés, ils tournent tous très bien. Petit mot sur la partie photo. Donc tout à l'heure je vous disais que vous pourrez voir des exemples de photos sur le test écrit. Je peux juste vous montrer quelques exemples. Voilà, ça s'est pris à Paris quand il faisait un petit peu gris. Donc vous voyez malgré tout, il s'en sort plutôt bien. Et ici en plein jour, vous voyez, les photos sont assez propres, c'est assez détaillé. Bon, c'est pas un Lumia 10-20, mais c'est quand même... il fait des très très beaux clichés avec des lumières bien respectées. Même en basse luminosité, il s'en sort assez bien. D'autres petits détails qu'il peut avoir sur Cyanogen, c'est ici l'écran d'accueil, l'accès direct à l'appareil photo. Donc ça marche très bien, ça marche vite, vous voyez. C'est la possibilité de le réveiller comme chez LG en le tapotant sur l'écran. C'est différents profils qui peuvent être réglés suivant que vous êtes au bureau, suivant que vous êtes chez vous. Des tags NFC peuvent être programmés pour activer le Bluetooth dans telle ou telle situation, activer le Wi-Fi, éteindre la sonnerie, enfin voilà. C'est beaucoup de choses, en tout cas, qui font de ce OnePlus un smartphone vraiment haut de gamme, à un prix pour l'instant défiant toute concurrence. Il va être difficile à trouver, je pense, dans les prochaines semaines, mais après ça devrait aller. Il sera disponible réellement en France sur le site de OnePlus. Niveau autonomie, il est dans la lignée de tous, facilement. Il tient maintenant, avec sa batterie de 3100 mAh, il tient facilement une journée, voire même plus. Ça dépend encore une fois de votre utilisation, c'est toujours la même chose. L'utilisation, on n'a pas du tout tous la même utilisation, mais en tout cas, moi, il me tient la journée très facilement. Donc très peu de reproches à faire, vous l'aurez compris, à ce OnePlus One. En tout cas, il nous a agréablement surpris. C'est vraiment la première fois qu'un smartphone chinois vient véritablement concurrencer des smartphones coréens ou japonais. Et c'est une marque qu'il va falloir donc, même un constructeur qu'il va falloir surveiller de près pour leur prochain modèle. Mais déjà celui-là présente un rapport qualité-prix très très bon. Seul le Nexus 5 justement avait ce même genre de rapport qualité-prix quand il est sorti. Donc le OnePlus One, vraiment, si vous cherchez un smartphone en ce moment, dès qu'il est dispo, sautez dessus, surtout avec sa version 64 Go, qui vous fera oublier l'absence, je ne l'ai pas dit, mais l'absence de port micro SD. 64 Go, c'est quand même largement suffisant pour stocker vos applications, vos photos, etc. Surtout que maintenant, vous pouvez synchroniser tout ça avec Dropbox, Google+, et d'autres services. 299 €, il n'y a pas mieux. Voilà, j'ai fait un rapide tour, j'espère que ça vous a convaincu ou pas. De toute façon, la suite du test est consultable sur lejournaldegeek.com avec bien plus de détails. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.